Le mot maraîcher nous provient de marais. C'est drôle, hein? Mais même si leurs sonorités sont très similaires, j'aurais pas cru que ces deux mots-là partageaient la même racine. Un marais, c'est humide et un peu glauque. Dans mon imaginaire de fille qui a grandi au début des années 2000, un marais, c'est la maison d'un ogre, un ogre vert en l'occurrence. Alors que quand je dis culture maraîchère, je vois des légumes colorés de formes et de tailles diverses, je vois du soleil, je vois des terres fertiles. Oh, mais oui, c'est ça dans le fond. Il est là le lien. Les sols les plus fertiles sont les terres riches en limon. Une terre noire et humide, presque marécageuse. On peut penser, pour ne nommer que cet exemple, à la région du Kamouraska, qui est particulièrement reconnue pour la fertilité de ses terres. Fertilité attribuable à la présence de dépôts marins anciens et de résidus de la mer de Champlain. Alors, la prochaine fois que vous entendrez marécage, pensez maraîchage et remerciez l'étymologie pour tous les petits secrets qu'elle nous enseigne. Oh wow! Ça là, vous voyez, c'est exactement à ce genre de choses-là que je pense quand j'entends le mot maraîcher. Une épluchette de maïs. Ça goûte bon. Ça goûte le beurre salé, ça goûte les filaments de maïs qui restent pris entre les dents, mais comme tout le monde est dans le même bateau, ça nous gêne pas. Ça goûte l'été qui s'étire, les rassemblements joyeux, la rentrée scolaire qui approche. Ça goûte croquant. Aujourd'hui, je vous inviterais bien à venir éplucher quelques épis de maïs avec moi, mais à défaut d'avoir trouvé une machine de téléportation, je vous propose plutôt de venir à la rencontre de quelques-uns des 1001 visages de ma communauté. On est ici à Berthier-sur-Mer, dans les Chaudières-Appalaches. Je suis native de Colombie-Britannique. Je suis née dans un petit village qui s'appelle Harrison Hot Springs. J'ai entendu souvent l'expression « qui prend mari, prend pays ». Donc, j'avais rencontré Frédéric, mon conjoint, en Colombie-Britannique, parce que lui n'avait pas encore pris sa retraite pour devenir vigneron, qui n'est pas vraiment une retraite. Donc, ici, c'était la ferme familiale. Napoléon Bossé, il avait acheté la ferme en 1915. Je crois que c'était pour rapprocher la famille à Québec, parce qu'il y avait 17 enfants. Il y avait une grande maison ici, plus grande que la maison qui est là en ce moment, avec 2 grosses cheminées à chaque bout de la maison, tout en bois. C'est un grand manoir. C'était vraiment, vraiment beau. C'est vraiment triste que ça a brûlé en 1965. En 2015, nous avons décidé de l'acheter. On voulait que ça reste dans la famille. C'était pas un vignoble dans le temps, c'était vraiment une ferme laitière. Les amis de mes garçons sont venus passer une couple de jours, aider planter les vignes. C'était vraiment comme un appel à tous, puis tout le monde était au rendez-vous. Ils sont tous venus m'aider planter des vignes et c'était quand même touchant. Mon nom est Sarah Inkman. Je suis copropriétaire de Domaine des Feux Follets où on produit du vin à Berthier-sur-Mer. Moi, je viens pas du tout d'une famille d'agriculteurs. C'est vraiment pas mon background de zéro, mais c'est plus le côté entrepreneurial. Quand j'étais jeune, ma grand-mère avait un magasin général dans le petit village. Puis mon arrière-grand-père, c'était le premier d'avoir un auto dans le village. Ma grand-mère a décidé d'ouvrir une petite boutique où elle vendait de la porcelaine fine qui venait de partout au monde. Puis moi, je me souviens encore, elle recevait des barriques pleins de porcelaine fine d'Irlande. Ça commençait petit, mais quand elle avait 71 ans, elle avait construit encore une plus grande boutique. J'ai des bons souvenirs de les étés que j'ai passés avec ma grand-mère dans la boutique.
Nos vins, c'est produit avec des raisins hybrides, donc c'est des cépages qui peuvent passer l'hiver ici au Québec sans être habillés par les géotextiles. Aussi, nos vins sont produits sans sulfite ajouté, certifiés bio avec EcoCert. Le terroir parle pour lui-même. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne savent pas qu'il y a beaucoup de produits ajoutés dans les vins qu'on boit souvent. La loi n'exige pas de mettre les ingrédients. Il y a beaucoup de monde qui reste surpris quand je dis ça. Tu sais, qu'on achète la nourriture, c'est la loi qui dit qu'il faut mettre chaque petit ingrédient. Mais avec le vin, c'est pas le cas. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être ajoutées. Tu sais, le levure commercial, toutes sortes de produits. Mais nous autres, on voulait vraiment faire le vin qui goûte juste le raisin, puis notre travail ici au domaine des feux follets. La grange, c'est en évolution et je peux dire qu'au début, on ne savait pas trop quoi faire avec. C'est très, très grand parce que c'est une grange qui était conçue pour une ferme laitière. Mais finalement, on est vraiment contents parce qu'on a la place pour le chai. Puis le chai, c'est où on fait la vinification, on reçoit les raisins. On avait fait un espace où on peut avoir des événements, des fêtes, des mariages. Et cette année, on est vraiment chanceux parce qu'on accueille l'artiste Alain Talbot. Ça fait vraiment bien avec toute notre philosophie sur le vin et l'agriculture. Le nom, il y a plusieurs histoires, plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons pourquoi on a choisi le nom du domaine des feux follets. Je pense qu'à la base, on aime ça, la légende avec les feux follets, les petites lumières qui sortent de la terre. Puis une autre raison, c'est un vin qui était à vendre, je pense que c'était dans les années 80 à la SAC. Et c'était feux follets, mais au singulier. Puis sur l'étiquette, il y a 2 garçons avec les raisins, puis ils sont des musiciens. Donc, ça nous parlait aussi parce qu'on a 2 garçons qui sont des musiciens. J'avais jamais vu cette cruche de 4 litres à nulle part. J'avais cherché un peu, tu sais, sur l'Internet. Ça serait fun d'avoir ça. Et un jour, j'étais chez une amie qui a une ferme de bisons à Saint-Jean-Port-Joli. Puis je regardais dans sa boutique et je regardais en haut d'un frigidaire. Puis je regarde, puis je vois la cruche qui dit « Feux follets ». Elle m'a donné parce que ça m'a parlé, puis c'était en lien avec notre entreprise. Donc, on est vraiment contente de l'avoir. Ça a l'air drôle, mais juste de voir une vigne plein de raisins, puis tu dis « Ah, j'avais planté la vigne qui était ça de haut », c'est quand même passionnant. Après ça, je pense que c'est le fait qu'on rencontre toutes sortes de monde. Chaque fois que je rencontre quelqu'un qui vient au vignoble, tout le monde a une histoire intéressante à raconter. On aime ça, planter des fleurs, planter des arbres, planter des vignes. On aime ça de goûter c'est quoi le terroir de Berthier-sur-Mer. J'ai pas de souvenir particulier à part qu'on allait en montagne, été comme hiver, randonnée en été, le ski en hiver. Les montagnes, c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur, mais pas particulièrement les jardins. Non, nous, c'est le voisin qui venait jardiner chez nous. Je suis arrivée au Québec pour faire des études en anthropologie. J'avais envie de mettre les mains dans la terre, je dirais, prendre racine un petit peu ici, et puis ça s'est imposé tout de suite. À Québec, déjà, je faisais, dans mon petit bout de jardin, je faisais des herbes aromatiques. J'aimais vraiment en avoir sous la main, puis que je me suis dit, on y va pour ça. Je suis Céline, fondatrice de Aromatique. Je cultive des herbes aromatiques et des fleurs comestibles pour les transformer en tisanes gourmandes. En fait, il n'y a pas de prétention médicinale, je ne fais pas d'herboristerie en tant que telle. Le but, c'est vraiment de faire découvrir le plaisir des saveurs, le plaisir du goût, avec ce que le jardin me donne.
C'est aromatique avec un petit A et un gros Q pour Québec, parce que c'est local, c'est vraiment une entreprise locale pour justement le goût. Parce qu'une récolte de l'année, ça n'a pas le même goût qu'un produit qui, ça fait 2 ans qu'il est sur une étagère. J'ai pas mal de variétés de vivaces donc qui restent au jardin, qui reviennent chaque année si tout se passe bien. Sinon, je pars des semis. Les herbes des tisanes, elles peuvent être utilisées en aromate. Une infusion peut être un bouillon. C'est aller chercher le goût pour ce qu'on veut faire. Si on veut faire un bouillon, la tisane de verveine par exemple, ou de mélange de verveine, de basilic citronné, peut très bien se retrouver dans un plat asiatique quand on n'a pas de citronnelle. C'est vraiment toute cette versatilité-là que j'essaye en fait d'aborder. Laissez pas mourir vos herbes dans vos placards, utilisez-les en cuisine, en aromate, en bouillon, plein de façons. Moi, la menthe chocolat, par exemple, je l'utilise beaucoup, même pour parfumer des biscuits. Même la verveine aussi, écrasée, ça donne un goût citronné au gâteau, aux muffins, des choses comme ça. C'est tout simple, en fait. Il faut juste prendre le temps de le faire. J'en propose aussi aux amis qui ne boivent pas d'alcool, un accord mais infusion. C'est le fun à faire aussi. Cette année, je fais les marchés à Deschambault et puis à Saint-Raymond. Il y a le Miranel, c'est un restaurant gastronomique qui vient d'avoir une recommandation Michelin, qui est au village même à Deschambault, qui eux ont mes tisanes. Moi, j'ai des collaborations lors des ateliers avec des artisans, par exemple avec la boulangerie Soleil Levin. Ils montraient des recettes de focaccia, de scones. On se retrouvait puis on dégustait des accords en fait avec les produits aromatiques puisque ce que le boulanger avait fait. Avec Patrick Roy, potier aussi, un atelier poterie et dégustation aromatique. J'en ai fait un aussi, un accord chocolat et tisane chez Julie Vachon, notre fameuse chocolatière du village. Et puis là, cet été, j'en ai un avec Mireille, qui est professeure de yoga, et puis Marie-Ève Dompierre, une autre céramiste, où on fait un atelier yoga, façonnage d'une tasse, et ensuite dégustation au cœur de la forêt, en fin de compte. J'avais essayé de traduire ma pensée. Ah oui, c'est ça. Ah oui. Je dirais que c'est pas au naturel de se justifier, mais c'est plutôt au chimique ou à l'artificiel de rendre des comptes. Je m'explique. On demande aux producteurs bio de payer pour avoir une certification, alors que ça devrait être l'inverse. C'est les producteurs qui utilisent des engrais chimiques, qui utilisent des pesticides, qui devraient déclarer. Et qui devraient déclarer quelles substances ils utilisent, encore une fois, pour qu'on ait véritablement toute l'information pour faire les choix. Moi, ce qui m'a marqué de mon enfance, c'est les grandes tablées. C'est vraiment avec les oncles, les tantes, les cousins, cousines. C'est plus les cousins, parce que j'ai très peu de cousines. C'est vraiment des grands repas de famille. Et quand je fais des ateliers pour faire déguster, pour faire découvrir en fait les saveurs aromatiques, j'ai l'impression que je voulais refaire ce modèle-là de grandes tablées, même si c'est avec des inconnus. C'est toujours des belles rencontres, des beaux moments, des moments tout doux. Moi, j'aime ça, la collaboration, les échanges d'idées en fait aussi. C'est dans le partage qu'on développe aussi de nouveaux projets, de nouvelles idées. Je travaillais à l'extérieur au début quand on avait la ferme, puis on avait des cochons qui s'étaient évadés. Puis là, ben c'est ça, j'ai un de mes amis qui était venu aider Isabelle, tout ça, à rapatrier les cochons, mais il y en a un qui était disparu, on l'avait pas retrouvé, là. Puis on l'avait cherché partout autour, puis on le retrouvait pas, Puis là, finalement, il y a un voisin qui est venu nous voir, il nous a demandé si on avait perdu un cochon, parce que c'était dans le temps de la chasse, puis lui, il avait des caméras de chasse, il y avait un spot à chevreuil, puis il mettait des carottes. Puis là, il a dit, crime, sur sa caméra, il voyait un cochon venir manger ses carottes. Fait que j'allais le voir à tous les jours jusqu'à temps que Patrick arrive. Je faisais même ma sieste collée avec un cochon, mais j'ai développé une relation privilégiée avec ce cochon-là. Patrick fait la charcuterie, il cuisine encore beaucoup. L'intention positive, bien, il la met aussi de la naissance de l'animal jusqu'à servir l'assiette. Je pense que ça se ressent, ça, parce que je cuisinais pas si bien que ça, puis les gens, ils tripaient.
Moi, c'est Isabelle Vaillancourt. Moi, c'est Patrick Lavoie. On occupe le territoire de la ferme 40 Arpents, qui sert à nous nourrir puis à nourrir la communauté autour de nous. Ici, c'est la terre de ma mère. Moi, je suis la 7e génération à occuper le territoire ici à Saint-Onésime. On faisait nos légumes, on avait quelques cochons, on avait des poulets, on élevait tout le temps quand même pour fournir notre nourriture à nous autres. On s'est dit, on pourrait peut-être en faire un peu plus puis vendre nos produits ici. Faire un restaurant avec plein de monde à la même table, puis tout le monde qui partage tout, puis tout ça. Fait que là, après la pandémie, là, on a démarré là, notre côté restauration. Les gens ils venaient ici, c'était une grande tablée, puis on était dans un esprit de abondance. Vraiment, là, il y avait là, la table s'était remplie de saucisses, jambon, le gros brunch. On veut que les gens soient vraiment un petit peu plus heureux quand ils repartent de chez nous qu'à leur arrivée. On fait un peu de maraîchage, mais la ferme, c'est vraiment plus élever les animaux. Ils sont fous, les maraîchers, de faire ça comme travail, tu sais, c'est dur. J'admire les maraîchers, vraiment. Nous autres, ce qu'on veut, c'est servir le maximum qui vient d'ici. Toute la viande, les œufs, 100% vient d'ici. Puis après ça, les légumes, nous autres, on en produit ce qu'on peut aussi. Le restant, on s'approvisionne chez nos amis maraîchers vraiment à côté, le voisin, là, ici à Saint-Onésime puis à Sainte-Louise. On retourne à ce qui s'est toujours fait comme agriculture un peu. J'avais une grand-mère, en fait, qui cuisinait beaucoup. Puis, tu sais, elle m'aimait vraiment. Ma grand-mère, c'était comme l'amour, là, tu sais. Elle me transmis l'amour. Puis, quand j'étais petite, là, je devais avoir 9-10 ans. Elle me faisait venir chez eux, puis elle disait qu'elle avait besoin de mon aide pour que je cuisine pour elle. Puis elle me payait, tu sais, quand même bien. Elle voulait que je fasse, je me souviens d'une sauce à spaghetti, puis j'ai fait une sauce à spaghetti, puis elle était assise, puis elle me supervisait, en fait. Elle me disait « Wow, que c'était la meilleure au monde! » Tu sais, la valorisation là, que j'ai reçue à travers elle, ça a fait que, tu sais, j'ai eu le goût de cuisiner pour les autres, puis j'ai tout le temps fait ça, tu sais, accueillir mes amis, ma famille, puis je voulais pas qu'ils fassent rien parce que c'était mon partage de l'amour que j'avais à leur transmettre, tu sais. Puis je sais que ça vient de ma grand-mère Vaillancourt, là, c'est sûr, là, tu sais. On sentait qu'elle nous aimait à travers ses plats. Ça serait-tu merveilleux d'avoir un cuisinier qui cuisine les aliments qu'on produit puis qui met, tu sais, ces aliments-là en valeur? Des fois, on voit ça, on passe dans un champ, puis on voit un gros arbre en plein milieu du champ. Cet arbre-là, il peut nuire, dans le fond, au producteur il passe avec sa machinerie puis tout ça, mais c'est beau. Il est majestueux, il est vraiment beau. Puis ça, c'est ça, cultiver un peu le beau, c'est de le garder, cet arbre-là. Ici, c'est un peu ça. On va garder des buissons parce que c'est beau. Puis là, on se rend compte qu'il y a un petit nid d'oiseaux là-dedans. On se penche un peu plus, puis là, finalement, c'est plein d'abeilles, c'est plein d'insectes. Et la beauté se sent, puis elle se goûte. C'est comme une grande valorisation aussi quand la nature elle te redonne. Là. La journée que tu vas récolter, là, c'est le plus beau cadeau que tu as, dans le fond. C'est ça qui fait que ça nous nourrit physiquement, mais ça nourrit notre âme aussi parce que c'est le cadeau que la nature va nous donner. C'est comme un artiste là, qui va mettre des heures et des heures, des semaines de travail pour arriver pour produire une chose, puis c'est ça qu'on voit, là. On voit juste le petit résultat final, mais qui est énormément d'heures avant d'arriver. Le maraîchage, c'est un peu ça.